bonsoir messieurs, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo, bienvenue dans Console Mini terminée. Ça va en être un peu soft cette fois-ci. Il y en avait marre des titres trop putaclic là, faut qu'on se calme, d'accord? Bon, j'ai lu vos retours, merci messieurs sur les conditions dans lesquelles vous regardez les vidéos. Ça m'a bien fait rire entre le mec qui est dans son camion comme ça, les mecs en bagnole, le mec qui est dans sa douche, je sais même pas comment il écoute. Bon, et vous êtes très nombreux à vous endormir devant, donc il faut que je parle un peu moins fort. Je vais essayer de vous endormir. Peut-être que je pourrais rajouter un peu de reverb là sur ma voix, un petit peu d'écho. Vous m'entendez bien là? Tout va bien? Vous êtes détendus, messieurs. On se relaxe, on se détend, vous êtes bien, vous êtes ici. Je vous hypnotise et je vais vous conduire dans le sommeil. Faut vraiment vous relaxer les mecs. Vraiment, il faut se détendre. On va prendre le temps. Donc là, les consoles mini. Quelque part, c'est un peu la deuxième partie de la vidéo précédente. Arnaque rétro gaming. Vous avez vu, finalement, j'ai appelé ça arnaque du rétro gaming. Dans la vidéo, on voit pas du tout l'arnaque. On n'a pas compris. C'est-à-dire que je passe mon temps à narrer mon passé de joueur, et je n'ai pas du tout expliqué en quoi le rétro est une arnaque. Très très peu. Cette vidéo est un fiasco, putaclic, titre complètement mensonger, n'importe quoi. Enfin, encore un foutage de gueule de cette chaîne. Je comprends pas ce qu'on fout. Bref, là, les consoles mini. On dit bien, vous inquiétez pas, si, mais là-dessus, je suis un peu occupé parce que j'avais des fan clubs. Il faut bien les finir. Bref. Donc, tout ce merdier de console mini, c'est pas nouveau, ça a commencé il y a perpète. Il y a une époque, il y a quelques années, je sais plus exactement quand c'était, je crois que c'était début 2010, j'avais acheté la Mega Drive At Games. Ou 80 Games, je ne sais pas comment on l'appelle. Je ne sais pas si certains d'entre vous avaient acheté cette petite Mega Drive. Alors, elle ressemblait pas à la Mega Drive. Un peu plus tard, là, je crois, il n'y a pas très longtemps, ils ont sorti une Mega Drive qui, pour le coup, ressemble vraiment à la première Mega Drive. Mais la première version, enfin une des premières versions, n'avait aucun rapport visuellement avec la Mega Drive. Mais ce qui était cool, donc elle était vendue dans le commerce, on en trouvait notamment chez Micromania. D'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à ça. On pouvait mettre les vraies cartouches Mega Drive, que ce soit des cartouches US, Jap ou PAL, dans la console. Alors attention, ça c'était vrai seulement pour la version asiatique, parce que nous, on s'est fait complètement entuber, évidemment, comme dame en France, en tout cas à une certaine époque. Et c'est là où je veux en venir avec l'anecdote, c'est que j'avais vu cette Mega Drive en magasin, dans un Micromania, et c'est là, je crois que c'était une des fois qui m'a fait le plus tilter sur la méconnaissance de certains vendeurs quant à la qualité, en tout cas ce que contiennent les produits qu'ils mettent en avant, parce qu'elle était bien mise en avant. Là je demande au mec, est-ce que cette console passe les jeux en 60 Hz? Parce que je savais que dans la version asiatique de la At Games, il y avait un switch pour passer tous les jeux en 60 Hz, d'accord? Donc là le mec me dit quoi? 60 Hz, 50 Hz, qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends rien. Il regarde sur son ordinateur, évidemment. Plus tard, quand j'ai bossé chez Micromania, je me suis rendu compte que l'ordinateur servait principalement avec avoir le logiciel, regarder le stock des jeux, faire les ventes, etc. etc. Bon alors... le mec était complètement paumé, il comprenait pas, le truc c'était pas expliqué sur la boîte. Donc du coup il l'ouvre et tout, devant moi, puis là il voit pas le switch, il comprend rien. Enfin bref, du coup moi je constate que sur cette version européenne, on s'était fait niquer, il n'y avait pas le switch. Donc du coup j'ai commandé la version asiatique. Je ne sais même plus d'ailleurs ce que j'ai foutu de cette At Game, je crois que je l'ai filé à quelqu'un. Mais en tout cas, toujours est-il que c'était bien sympathique, parce que moyennant 50-60 euros, bah t'as vu une vraie Mega Drive qui pour le coup était dézonée. Donc tu pouvais faire passer tous tes jeux en 50 ou en 60. Alors le problème, la carotte, c'est que certains jeux ne s'affichaient pas bien sur la télé. J'ai pas bien compris pourquoi il y avait un problème de processeur, c'était pas une vraie Mega Drive. En tout cas ça s'en rapprochait beaucoup, mais je me rappelle que certains jeux, parfois il y avait des bugs d'affichage à l'écran. C'était pas plus dérangeant que ça, parce que ce que je trouvais génial, c'est que je pouvais l'emporter un peu partout, et finalement mettre un peu de tous les jeux Mega Drive dessus. Et putain, sans déconner, mettre tes propres cartouches, c'est quand même cool. Donc bref, des années se passent, je ne sais pas vraiment comment se sont passées les ventes de ces consoles. J'ai l'impression que ça n'a pas plus marché que ça n'a pas été le méga carton, pas grand monde en parlait, la mode, en tout cas à l'époque, c'était plutôt de racheter les vrais Mega Drive. Mais moi je trouvais ça très pratique pour emmener en vacances. À l'époque, voilà, je trouvais que c'était sympa. Bref, je vous fast forward à il y a combien de temps? 2 ans, 2 ans et demi. Nintendo annonce la NES Mini, NES miniature, puis je passe à côté, je me dis, ouais, quel intérêt. Je trouvais le design choupi, je trouvais ça super sympa, mais je m'étais pas intéressé plus que ça de près au truc, puis je vois les prix s'envoler, un truc de dingue. Bref, du coup, l'année d'après, j'achète la Super Nintendo Mini, parce que Nintendo, voyant que c'était un carton monstrueux, se sont dit, on va faire la même chose avec la Super NES, puis là, vous inquiétez pas qu'ils vont continuer avec la 64, avec la GameCube, etc.
Bien bref, j'achète la Super Nintendo Mini, puis crois-tu que je me serais renseigné un petit peu comme un con? J'ai rien regardé, je la trouve choupie, je trouve que la boîte elle est terrible, donc vraiment dans le bon sens. Hein. C'est que vraiment le design est exceptionnel, le toucher c'est vraiment le même toucher qu'à l'époque, le carton, vous voyez, le côté un peu lisse, un peu brillant, avec un beau design, un beau packshot de la console. Puis la console je la sors de la boîte et je dis putain elle est trop choupie, elle est trop mignonne. Elle tient dans la main, c'est top. D'ailleurs je l'ai gardée, je pensais la revendre, mais finalement elle n'a pas coté. Je me suis fait complètement baiser jusqu'au bout avec Nintendo, mais c'est pas nouveau. Bref, je trouve ça sympa jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait quasiment aucun bouton n'est fonctionnel. Je veux dire, en fait, cette console, j'ai déjà fait une vidéo dessus, t'as le bouton power qui marche, d'accord, pour allumer la console, t'as le bouton reset, où on peut appuyer dessus, ce qui sert à rebooter un jeu. Quand t'es dans un jeu, t'appuies dessus, tu retournes à l'écran de sélection des jeux. Alors le bouton éjecte ne marche pas, évidemment, parce qu'en fait il n'y a pas de port cartouche. Alors je comprends qu'ils allaient pas se taper un délire, genre on va ressortir des cartouches Super NES mais en plus petit, mais ils auraient pu, pour la forme, pour le côté choupi, que le bouton éjecte soit fonctionnel et que le clapet il s'ouvre. Mais au-delà de ça, moi j'avais une bonne idée, j'avais envoyé des conseils avec ma vidéo. Ce qui aurait été génial, c'est que si ils fassent des cartouches miniaturisées, pourquoi pas sur lesquelles t'aurais une cinquantaine de jeux, vous voyez, parce que dans la console t'es bloqué avec quoi, 25 jeux, je ne sais plus, un truc comme ça, enfin, une sélection ridicule qui ne représente pas du tout ce qu'était la Super Nintendo, ou très très peu. Et je trouve ça dingue que les mecs ne se remettent pas en question. C'est-à-dire que là, Sony sur la PlayStation Mini, là il y a quelques mois, voilà, même topo, même remarque, c'est pareil, tu es bloqué avec une petite console miniature qui contient une ludothèque ridicule, qui ne représente pas du tout ce qu'a été la console. Alors évidemment, j'entends bien que ces consoles miniatures sont avant tout pour les collectionneurs. Je l'ai compris en l'achetant, la Super NES Mini. Je peux pas dire que c'est une énorme bouse. Hein. C'est pratique pour voyager, on peut l'emmener en vacances. Et pour le mec qui connaît pas bien la Super NES, qui veut découvrir, il y a quand même une petite sélection de hits. S'il a jamais fait Link to the Past, Mario World, pourquoi pas Super Metroid, Final Fantasy, etc. etc. Même Donkey Kong Country, bon, il y a quand même quelques hits, il peut se faire plaisir, d'accord. En plus de ça, c'est sympa qu'ils aient mis enfin Star Fox 2, qui était jamais sorti officiellement. Jamais sorti tout court, il me semble d'ailleurs. C'est sympa, d'accord. Même la manette, c'est la vraie manette SNES de l'époque, hein, vraiment avec un câble d'une longueur tout à fait respectable, c'est cool. Mais, moi, en tant que passionné de jeux vidéo, j'aurais bien aimé un système un peu plus ouvert, où on peut au moins ajouter une carte SD, balancer les ROM qu'on télécharge sur internet, ou sinon, si Nintendo évidemment veut pas qu'on pirate le truc, même si bon, plein de gens se sont fait plaisir, ouvrir la console et pirater le bordel en mettant 500 jeux, bah, ce qui aurait été sympa, c'est qu'ils mettent une petite fonction où après dans le commerce, ils te vendent des vraies boîtes Super Nintendo de l'époque avec une petite cartouche, ou pourquoi pas même une petite gamme de boîtes avec des petites cartouches que tu mettrais dans la console mini à l'endroit du clapet, où il y aura une sorte de carte SD, et là ils te balancent une sélection de 20, 25 jeux, pourquoi pas 50 jeux supplémentaires. Ça aurait été génial, ça aurait été tout bénef pour eux, et je suis sûr que ça aurait fait plaisir à beaucoup de monde. Mais les mecs se la jouent radin, enfin bref, donc Sony a pompé le concept il y a pas longtemps, avec la PlayStation Mini, et alors moi, je ne comprends, en fait ce que je comprends pas, les gens qui ont acheté la Super NES, et encore plus la NES Mini, qui continuent d'acheter ces trucs-là, donc qui ont acheté la PlayStation Mini là, récemment, et qui se plaignent de ce qu'est le truc, c'est-à-dire un système fermé avec une petite sélection de hits, je comprends pas, vous débarquez d'où? C'est pas nouveau, c'est une sorte d'arnaque organisée, clairement, là ça surfe à fond sur la nostalgie de tous les rétro gamers, ça surfe sur la vague là qu'on se tape, on a un peu parlé comme dans la vidéo précédente, mais après ça reste un objet pour collectionneur, vous voyez, je peux pas non plus complètement cracher sur le truc. Si moi j'avais acheté la PlayStation Mini, je fermerais ma gueule. Hein. Même là, vous voyez que je l'ouvre pas non plus trop. Maintenant j'ai compris ce que c'était, j'ai vu le pack, je l'ai vu en magasin, je vois à peu près à quoi va ressembler la console entre les mains. Là où j'ai à redire par contre c'est sur la ludothèque, le choix de titres. Alors là, encore Nintendo on fait quelques efforts, et encore, j'ai à redire aussi, mais PlayStation, c'est pas possible, c'est un truc de fou. Alors il y a Metal Gear Solid et Resident Evil, mais où sont passés Resident Evil 2 et 3? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Les Crash Bandicoot, mettez les 3. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Les Cool Borders, je sais plus si t'as le 2, je crois que t'as le 2, pourquoi pas le 3? Mais c'est que des choix hasardeux. Pandemonium, il est où? T'as tellement de hits sur cette putain de console, t'avais tellement d'autres trucs à foutre.
que des trucs complètement inconnus. Pour tout vous dire, j'ai même partenu les titres de quelques bouses. Alors apparemment, il y a un des premiers jeux, voire le premier jeu de la PlayStation sur le line-up, mais je m'en bats les couilles, il y a des conneries dans ce line-up. Et les plus gros hits ne sont pas représentés. Alors heureusement, encore une fois, t'as Metal Gear, bon, t'as Resident Evil, bon, mais ça suffit pas, putain de merde. Mais bon, moi je l'ai vu, je l'ai pas acheté. Vous voyez, je suis passé à côté, je savais très bien que j'allais m'énerver. Puis au-delà de ça, bon, moi je me dis, le gars qui est à fond dans sa collectionnite là, vous voyez, qui empaquete, il empaquete et il expédie. Vous avez reconnu la référence, très très bon film. Bon bah voilà, le mec il lui faut la PlayStation Mini parce qu'il a tous les packs PlayStation, vous comprenez, il a tous les packs Super NES, il a tout. Donc là il lui faut un produit officiel, d'accord, faut qu'il rajoute la petite boîte, c'est mignon, bon, mais ça reste une arnaque, attention messieurs. Bon, on m'a demandé aussi de parler des remasters. Je suis allé vite ou pas sur les consoles mini? Non, parce que oui, c'est de la merde, mais bon, c'est mignon, voilà. Je sais que mon avis pue la merde, hein. C'est vraiment hyper succinct, mais c'est ce que je pense. C'est de la merde, mais c'est mignon. Voilà, ce qui aurait été sympa, c'est de faire un système ouvert. Alors cela étant, je dis que c'est de la merde, Loïc, je te le redemande une dernière fois, elle sort quand? Alors, tu m'as dit que ça sortait à la fin de l'année. À la fin de l'année, ma console, mon méga CD mini, là? Tu te fous de ma gueule? Mais qu'est-ce que je vais faire en attendant? Je plaisante, Loïc. Prends ton temps, mais s'il te plaît, fais-moi un produit de qualité, et pourquoi pas aussi avec la boîte. Bon, bref. Et on m'a demandé donc du coup de parler des remasters, les jeux sortis en remaster, l'arnaque, etc. Alors c'est ce que je pensais à une époque, c'est ce que je pensais il y a quelques années, vous savez, avec les ressorties de certains jeux. Sur PS3, on avait des compilations de jeux, notamment les Silent Hill, on a eu les Metal Gear, etc. etc. Bon, mais vous voyez par exemple Shadow of the Colossus et Ico, la version bundle, là je crois qu'il y avait une version bundle en remaster. Bon, bah c'est pas mal parce que les jeux commençaient à côté. Pour ceux qui sont passés à côté à l'époque, c'est plutôt sympa de les avoir, moyennant, je sais plus, 30, 40 euros. Là où moi j'ai un problème avec ça, c'est par rapport à la qualité des ports, parfois qui étaient pas terribles. On se foutait un peu de la gueule du monde. Je me rappelle de Silent Hill 2, le scandale où il y avait un problème, le brouillard avait complètement disparu. Même sur Metal Gear, il y a quelques problèmes, notamment sur le 2, même si je trouve que globalement ils ont fait un travail assez propre. Mais quand tu fais un remaster, on s'attend à un travail nickel. Mais bon, clairement, les mecs se sont gavés, ils en ont profité, se sont dit, bon bah tous les mecs qui n'ont pas eu le jeu à l'époque, même pour les collectionneurs, on ressort les trucs, puis c'est simple pour eux, ils chopent les ROM, ils les foutent sur support CD, DVD, Blu-ray, ce que vous voulez, ils te font une petite boîte rapidement designée par un mec, là bon fais-moi ça Georges, puis après ils te le sortent dans le commerce, 30-40 balles, c'est easy. Bon, mais après personne n'oblige personne à acheter, pour les mecs qui passent à côté, pourquoi pas, puis je vais vous dire par contre, il y a un avantage que je vois là-dedans, parce que moi vous savez, j'en ai marre de m'encombrer des consoles, c'est un truc à l'époque, ça me dérangeait pas trop, vous savez, je m'étais fait un délire où j'avais ma Super NES, ma Mega Drive, ma PlayStation, ma Dreamcast, ensuite la PS2, beaucoup plus tard la PS3, 360, la Wii, j'avais tout, vous voyez. Bon après parfois il fallait changer quelques câbles pour la télé, mais pour les télés plutôt. Mais le truc c'est que c'est un enfer de câbles, tu t'en sors plus, et je vous dis la vérité maintenant, j'ai une flemme monumentale de déterrer les consoles. J'ai encore 2-3 trucs, hein. Par exemple ici j'ai une Super NES, est-ce que je peux vous la montrer? Ouais. Attention hein, messieurs, je vais vous envoyer, c'est pas pour me la péter, attendez que je ne fasse pas tout tomber, je vais vous envoyer du rêve. J'ai encore une Super Nintendo et celle-là elle est nickel de chez nickel, hein. Propre de chez propre, je la garde en état, mais elle a voyagé dans le temps, vous voyez. Mais celle-là en fait elle est là, vous voyez, bon je vous la montre jamais, mais en fait j'ai la flemme de la rebrancher, je peux pas, ça me fait chier. Je me dis là au moins elle est à l'abri de la poussière, de la lumière, de tout. En fait je m'en fous si elle marche encore. Je me dis, bon bah moi l'objet il est nickel, vous voyez, c'est ridicule. Mais j'ai la flemme, voilà j'ai la flemme. Donc pour le coup, les consoles mini, vous voyez, c'est sympa que ça soit sorti finalement pour le mec qui a la flemme. Mais putain, moi je veux la totale, je veux toute la ludothèque, ne nous enculez pas. Bref, là où je vais en venir avec les remasters, pour retomber sur mes pattes, c'est que la vérité, j'ai acheté 2-3 remasters sur PS4, bah notamment le GTA V. Je l'avais sur PS3, bon non seulement évidemment il tourne beaucoup mieux sur PS4, on peut même pas appeler ça un... Si c'est quand même un remaster, c'est une ressortie on va dire. Mais la vérité c'est que j'avais la flemme totale de rebrancher la PS3 pour y rejouer. Donc je me suis dit putain c'est quand même plus cool de l'avoir sur PS4, et pareil pour 2-3 autres jeux que j'ai rechopé sur PS4. C'est quand même sympa d'avoir tout accessible, et puis même je sais qu'il y a plein de gens qui téléchargent des jeux rétro sur leur PS4,
Moi c'était le cas à un moment donné d'ailleurs sur ma Wii, Chino Rondo, pourtant j'avais encore la PC Engine à l'époque, avec Chino Rondo le vrai, j'avais acheté sur le store Wii le Chino Rondo, simplement par flemme de brancher la PC Engine, puis en plus j'avais peur qu'il lui arrive un pépin, vous savez, parfois j'avais des petits soucis de lentilles, j'avais l'impression, et c'était pratique, et finalement je me dis, bon bah pour le mec qui a la flemme, vous savez, d'aller chercher sa console, de tout rebrancher, etc., là au moins sur la même console, bah, il peut avoir une ludothèque quand même vachement conséquente, qui comprend des jeux d'il y a très longtemps jusqu'à maintenant. Il n'y a pas que du mauvais, vous voyez. Même si à une époque, franchement, je me disais, putain, ils nous en tuent, bah ressortir les trucs, mais après, bon, personne force personne. Bon, c'est pas le pire pour moi. Et là, vous allez vous dire, c'est tout. Bah ouais, mec, c'est tout. La vidéo est terminée. Ouais, qu'est-ce que vous voulez de plus, console mini, bon bah voilà, terminé quoi. On resterait plus. Sauf le méga CD de Loïc. Sauf si après Nintendo m'écoute, que des développeurs m'écoutent et qu'ils fassent un système ouvert, où tu rajoutes petite cartouche, petite carte SD, appelez ça comme vous voulez, où je peux rajouter vraiment quand je veux des jeux, ne pas être prisonnier avec 20 putains de jeux qui reflètent pas la ludothèque. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus, messieurs? Bon, j'avais une surprise, messieurs. Je suis un acteur. En fait, cette vidéo était une blague. Je vais vous faire une critique de Glace, de M. Night Shyamalan, parce que je suis un peu comme lui, moi. J'aime faire des twists auxquels personne ne s'attend. Ah oui, vous l'avez pas vu venir, ça. La critique de Glace, personne ne l'avait vu venir. Je suis un génie, messieurs, bref. Alors, je suis allé voir Glace. Pour tout vous dire, je n'avais plus aucun espoir. J'avais écouté la critique de nos ciné. Bon, mais il y avait vraiment rien au ciné, il y avait que dalle. Je suis allé le voir, donc. Je vais vous dire, en fait... Ça va pas vraiment être une critique à proprement parler, quoique. Je vais vous donner mon sentiment profond pour le coup. Mon sentiment profond, c'est-à-dire, je vais même pas me faire chier à parler de réalisation, de découpage, parce que c'est pas de la mauvaise cam, c'est pas un mauvais réalisateur, mais c'est pas ça qui m'intéresse en fait pour le coup. Pour moi, le gros problème du film, mon sentiment, c'est que ce film arrive 18 ans en retard. J'ai vu le premier Incassable, donc le premier film de cette trilogie. J'ai vu le premier à l'époque au cinéma à La Clousa, c'était fin 2000, je me rappelle très bien. Ça avait été une excellente surprise. C'est resté un film qui a bien vieilli dans ma mémoire, mais c'est pas non, je me branle pas dessus, vous voyez, c'est pas non plus pour moi un chef-d'œuvre ultime. C'était un film sympathique dans le sens où il avait un discours un peu méta sur les super-héros. Vous voyez, et ça se faisait pas à l'époque. Alors évidemment, il y a eu le premier X-Men qui est sorti quelques mois avant, que j'avais aussi vu au cinéma. Je crois que c'était en été 2000. Mais il n'y avait pas beaucoup de films de super-héros à cette période-là, vous voyez, c'était avant toute la mode des Marvel et compagnie. Évidemment, il y a eu le Superman de Richard Donner, exceptionnel, il y a eu le Batman de Tim Burton, et les merdes de Schumacher qui ont suivi. Mais Incassable, c'était frais. C'était frais, parce que ça se passait dans un environnement réaliste, et jusqu'à la fin du film, tu ne savais pas vraiment que c'était un film de super-héros. T'avais le twist à la Shyamalan, c'était le début de sa carrière après 6ème Sens, c'était, on appelait vraiment ce mec le réalisateur à twist. C'est-à-dire qu'à la fin de ses films, il y avait un twist, il y avait une petite surprise, c'était un peu le Malabar au fond de la glace, tu vois, qui te donnait un regard nouveau sur le film. Et ça, c'était frais. Le problème, c'est qu'après, il a abusé de cette méthode jusqu'à écœurement complet. Moi, j'ai commencé à décrocher complet avec Le Village, catastrophe. Son dernier bon film, c'est Signe. Bref. Donc j'ai vu Split à Gérardmer en ouverture du festival il y a 2 ans. Catastrophe absolue, je me suis endormi un moment pendant la séance, et puis à la fin je me réveille et puis je vois qu'il y a le caméo de Bruce Willis et je me dis putain c'est la suite d'Incassable. J'étais sur le cul. Bref, du coup j'en parle avec des potes, etc. Puis là bon, on apprend peu après que Shyamalan veut faire sa suite, Incassable 2. Il me dit wow, donc il ramène Bruce Willis. J'en attendais pas mal et je vais vous dire vraiment voilà. Le problème c'est que le film sort 18 ans trop tard. C'est-à-dire que c'est un film du début des années 2000. C'est pas un mauvais film, c'est pas une merde, c'est pas une purge, c'est pas scandaleux, c'est pas honteux. C'est juste que Shyamalan, on dirait qu'il est en autarcie, on dirait qu'il a complètement ignoré les films de super-héros sortis depuis Incassable. Et il y en a eu un paquet. Et on va faire la liste, on va s'amuser à repasser un peu rapidement, en détail, ces films. On a eu un tas de films de super-héros sortis depuis Incassable. Bon, évidemment, il y a eu tous les X-Men, et dans les X-Men, il y a quoi? Il y a toute la parabole sur le racisme entre les mutants et les humains. Vous voyez, ça c'est une idée qu'on retrouve dans Glace. Et la façon dont il l'amène à la fin du film, sans vous spoiler, ça a déjà été fait par X-Men. Vous voyez, il y a un truc qui se passe aussi à la fin de Glace qui a été fait dans X-Men. Je sais plus dans quel X-Men précisément, mais ça a déjà été fait par cette série.
Mais Shyamalan, il te l'apporte, tu sais, sur la table, genre, c'est nouveau, c'est nouveau, les mecs, ça n'a jamais été fait. Et tout est comme ça dans son film. En fait, le plus embêtant pour moi, c'est tout le discours méta avec ce que raconte Samuel L. Jackson. Vous savez, le personnage d'Elijah. Alors, dans le premier film, quand c'est sorti fin 2000, dans Incassable, quand Elijah te fait des parallèles entre les comic books et les situations des personnages dans le film, quand il t'apprend que tout super-héros a son opposé, ce qui explique pourquoi ce personnage d'Elijah a provoqué ces accidents, parce que lui, vu qu'il avait des os extrêmement fragiles, qui se cassent au moindre choc, il voulait voir s'il y avait son opposé dans le monde, et incarné par le personnage de David Dunn, Bruce Willis, qui lui est incassable. Vous voyez, bon, il y a plein de petites anecdotes comme ça, de petites paraboles, et c'était intéressant, c'était frais, vous voyez, c'est un peu comme Bill à la fin de Kill Bill 2 quand il te sort cette super réplique sur Superman, vous voyez, comme quoi Superman, finalement, c'est la vraie identité du personnage, et que Clark Kent, c'est son masque. Je trouve ça génial, c'est super fin, et en plus, t'as carrément un parallèle énorme sur ce qu'a été le film Kill Bill, hein, je prends un seul film. T'as plein d'autres trucs comme ça dans le film, et dans Glass, je veux dire. Et le problème, c'est qu'entre-temps, il y a eu des films comme Kick-Ass, comme Scott Pilgrim, comme Deadpool, qui ont ce discours méta. Vous voyez, même les Gardiens de la Galaxie, si on veut. Vous voyez, il y a ce discours méta, c'est pas nouveau. Je veux dire que tout le discours autour de ce que sont les super-héros, de leur place dans un film, de ce qu'ils vont faire, d'essayer de prendre à contre-pied le spectateur, de changer les situations, de commenter ce qui se passe, on l'a vu et revu ces dernières années en film de super-héros. Et Shyamalan, t'as l'impression qu'il a pas compris ça. T'as l'impression qu'il a pas vu ces films. Et il te ressort en fait exactement la même chose que ce que t'as vu depuis des années. Pourvu que t'aies vu tous les films, évidemment. Donc pour le mec qui est resté en autarcie début 2000, hein, qui a vu que Incassable et qui a pas vu beaucoup de films de super-héros, je pense qu'il peut trouver un plaisir dans Glass. Parce que c'est vraiment dans la continuité, dans le ton, etc. Tout le discours méta, vraiment, c'est important. C'est la même chose. Mais s'il a un peu plus de culture, de bagage, il va se dire putain, mais on me raconte encore une fois la même chose. Et t'as vraiment l'impression, à la fin du film, mais que t'as vu ce film 1 milliard de fois. Vous voyez, et venant de Shyamalan, c'est extrêmement décevant. Pareil, bon, je veux pas vous spoiler, mais t'as une scène larmoyante à base de chant contre chant avec quelqu'un qui meurt. Bon, bref, Matrix 3, les mecs. On a déjà vu que ce genre de truc ne marche pas grâce à Matrix 3. Tu le sais, putain, quand tu vois la mort de Trinity dans Matrix 3, tu refais jamais ce genre de séquence. Jamais. Pareil pour la scène de fight. Bah là, pour le coup, Matrix 3, vous matez la scène, l'affrontement final, Agent Smith-Neo, une tuerie absolue, ça c'est du pur comic book porté à l'écran. C'est du Dragon Ball Z, c'est magnifique. Franchement, quand tu vois le combat entre David Dunn et Beast, là, entre James McAvoy et Bruce Willis, oh là, franchement, ça fait pitié, quoi. Tu te dis, putain, mais... Alors, je comprends qu'il n'y a pas le même budget, hein. C'est un petit budget par rapport à des Marvel, ça n'a rien à voir. Ou même par rapport au film des frères Wachowski. Mais quand même, quoi, putain, faut qu'on en ait pour notre argent, faut qu'on arrive un peu, même si ça s'inscrit dans une approche soi-disant réaliste. Je veux dire que, franchement, à partir du moment où ton personnage, il grimpe au mur, il résiste aux balles, etc., non, t'es plus du tout dans une approche réaliste, ça c'est n'importe quoi. Encore les Batman de Nolan, je peux les considérer comme une approche réaliste du personnage, vous voyez, parce qu'il n'y a pas des trucs complètement what the fuck. Mais je suis désolé, à partir de Split, déjà Incassable c'était limite, quoique, mais Split déjà c'était fini. On était, pour moi, passé en mode full super-héros. Donc là, fallait l'assumer avec Glass. Faut l'assumer que les personnes ont des super-pouvoirs, en tout cas qui sont surhumains, et il faut que les bastons elles envoient. Alors, il y a eu les Matrix, il y a eu les Marvel, etc., etc. Tu peux plus faire des bastons de pépé. Puis surtout, Bruce Willis, putain, qu'est-ce qu'il a pris cher. Je veux dire, putain, le film, il aurait été tourné en 2002-2003. Ok, on y croyait encore, mais là, putain, en plus, Shyamalan te met des flashbacks avec Bruce Willis et tu te dis, putain, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a pris cher. Je veux pas être méchant, mais en plus, il a pas trop mal vieilli pour son âge, ça va. Mais je veux dire que, putain, quand même, quoi. Ah, le personnage, c'est un papy. T'y crois plus. Enfin, tu vois, quand il se bastonne, les mecs, t'y croient plus. Puis, enfin, c'est tout, en fait, pour moi, c'est vraiment un ensemble de films qui est sorti. C'est pas possible d'ignorer qu'ils sont sortis, vous voyez, c'est pas possible ensuite d'arriver comme une fleur, tu sais, de dire, en l'espace de 2 ans, moi aussi, j'avais dans l'idée de faire mon univers de super-héros, parce que j'ai quand même sorti Incassable il y a 18 ans, les mecs, si. Alors là, coup sur coup, en 2 ans, le mec, il se rattrape, il te fait 2 films, il fait la même connerie qu'a fait... DC avec leur film Justice League, Batman v Superman, etc. C'est qu'il va trop vite, ça va beaucoup trop vite.
ça arrive complètement à la ramasse, puis tu vois clairement que c'est pour essayer de singer Marvel, pour essayer de rattraper la hype train, et moi j'ai vu ça comme quoi à la fin, comme une immense déclaration d'amour de Shyamalan envers Marvel, qui dit écoutez moi aussi regardez je peux faire à peu près du Marvel, le mec fait même un caméo qui te renvoie directement au caméo que fait Stan Lee dans les films Marvel. Si c'est pas une putain de déclaration pour supplier les mecs de Marvel de l'employer pour un prochain film de super-héros, je ne sais pas ce que c'est, et notez mes mots, ça serait tellement drôle que Shyamalan en vienne réaliser un film Marvel, ça serait, mais notez mes mots, je suis presque sûr que ça va arriver. Bref, je pourrais développer sur ce film tout ce qui marche pas. C'est pas une bouse, voilà, je vous la fais pas trop longue et je veux pas vous spoiler plus que ça. C'est pas une merde. Mais ça aurait dû sortir en 2002-2003. En fait, si Shyamalan avait vraiment dans l'idée de faire un univers de super-héros, alors j'imagine qu'il a peut-être pas trouvé de producteur à l'époque, puis le film a pas tellement bien marché, Incassable ça n'a pas été un immense succès. C'était plutôt un film de connaisseurs, je dirais, à l'époque. Donc c'est peut-être ça, mais n'empêche qu'il fallait faire ce Glass à l'époque, et là ça aurait fonctionné, là on aurait pu être surpris, là ça aurait pu fonctionner, je veux dire, même le principe après global du film, où t'as les héros qui sont emprisonnés dans un asile et on leur fait douter de leur identité, qu'en fait ce sont pas des super-héros mais des mythomanes qui croient être des super-héros, ça aurait pu fonctionner en 2002-2003. Ça aurait pu à la limite fonctionner, mais plus maintenant, plus après tout ce qu'on s'est mangé dans la gueule depuis 18 ans, le genre a évolué, il continue d'évoluer. Vous voyez? Et ça, Shyamalan, on dirait qu'il l'a pas compris, il l'a pas intégré. J'ai l'impression en fait de voir un mec complètement dépassé essayer de faire son film de super-héros et moi j'attends beaucoup plus que ça. J'en attends beaucoup plus que ça. Et alors je parle même pas de la BO qui est un véritable scandale, aucun thème marquant, aucun moment où t'es pris aux tripes. Rien quoi. Mais c'est pas complètement nul quand même, il y a quelques scènes qui m'ont fait marrer, il y a de l'humour, c'est bien cadré. C'est dommage. Voilà, c'est dommage, j'ai pas passé un mauvais moment mais j'en suis ressorti, en fait c'est sans saveur ni odeur. Voilà. Je vous fais encore un autre twist. Il y a une prochaine vidéo qui arrive. Si les mecs ça. Bref messieurs, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais parler un peu de tout et de rien. Je voulais aussi parler de la deuxième saison de Punisher. Si je l'ai regardé.